Comme première entrevue, nous vous présentons la deuxième partie de l'entrevue avec le docteur François Philippon de l'Institut de cardiologie du Québec qui nous parle cette semaine de la prévention ou une série de conseils pour vous aider à conserver votre cœur en santé plus longtemps. Vous me faites glisser sur le sujet de la prévention qui est notre prochain thème. Si je vous posais la question comme ça, ce serait quoi, disons, vos conseils importants que vous donneriez aux gens, justement, en termes de prévention? Parce qu'on en parlait tantôt, il y a une liste qui est pas très compliquée de choses à surveiller et que n'importe qui peut faire et ça va retarder de beaucoup, ou même ça va peut-être carrément éliminer des problèmes cardiaques. C'est sûr que la prévention, c'est quelque chose qu'il faut y penser, puis il faut investir. Et comme société aussi, on a souvent comme image la médecine où on traite des problèmes et on en voit dans les journaux régulièrement, dans les médias régulièrement. On parle de la santé souvent comme étant, il y a un problème de lit, il y a un problème d'accessibilité, il y a beaucoup de chirurgie à faire, il y a des listes d'attente. Mais la prévention, on n'en parle probablement pas assez et ça prend beaucoup d'années avant que la prévention donne son effet pour une grande population. Ça, on le sait. Traiter le cholestérol, il faut traiter beaucoup de gens pour sauver des vies, mais on en sauve des vies, puis on en sauve des problèmes cardiaques. Donc, il faut investir là-dedans. Puis il y a une partie de la prévention, c'est la responsabilité des gens eux-mêmes. On ne peut pas le faire à leur place. Donc, on le disait tout à l'heure avant l'entrevue, la prévention, il y a des facteurs de risque pour développer des maladies cardiaques qu'on ne peut pas changer. Hein, vos gènes, la façon dont vous êtes fabriqué génétiquement, votre histoire familiale, s'il y a des maladies cardiaques, s'il y a de l'hypertension, s'il y a du cholestérol, ça, c'est des choses où on ne peut pas beaucoup jouer encore. Peut-être un jour on jouera là-dessus, mais actuellement pas beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de choses où on peut travailler. Des choses relativement simples. Le tabagisme, ça je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts dans les dernières années, mais il y en a encore qui fument. Aussi, les habitudes de vie. Les habitudes de vie, ça veut dire de demeurer actif, avoir un poids santé et s'assurer qu'on est capable de réduire notre cholestérol au minimum. Si on a une bonne génétique, bien, en restant actif, en n'ayant pas de surpoids, en fumant pas, déjà, on a diminué de façon importante le risque de maladie cardiaque. Et actuellement, c'est sûr qu'on a tellement travaillé pour réduire le cholestérol dans les dernières années, on le voit dans l'alimentation, on le voit dans ce qui est fabriqué par l'industrie aussi, mais on a oublié le sucre un peu. Et on s'est ramassé avec excusez-moi l'expression, un shift, un déplacement du problème du cholestérol vers un problème de surpoids, de diabète et d'inactivité chez nos jeunes. Et le danger, c'est que la génération qui nous suit est une génération qui est inactive. Nous, quand on était plus jeunes, probablement vous et moi, on était comme ça, quand on arrivait de l'école, on jouait dehors. Ouais, c'est vrai. Hein? On n'avait pas de Nintendo, on n'avait pas de PSP, puis on n'avait pas d'ordinateur. Alors on jouait dehors. Puis souvent, on allait à l'école à pied. Ou on y allait en bicyclette. Alors maintenant, on a une inactivité physique à cause de notre mode de vie et on garde la même, souvent, consommation alimentaire et même plus qu'avant et on se ramasse avec des problèmes de surpoids. Donc, on dit aux gens, ça, c'est des facteurs qui sont corrigeables. Des fois, ça prend de l'aide. Des fois, ça prend des gens qui nous entourent, qui nous aident à le faire. Mais rester actif, ça peut tout simplement vouloir dire de marcher. On voit ça, les petits comptes pas, là. Marcher 10 000 pas par jour. C'est facile de le mesurer, de le faire. Et l'activité physique, les gens souvent ont l'impression qu'il faut en faire beaucoup, il faut transpirer, il faut travailler fort, il faut se pousser. Non, chaque activité physique qu'on fait compte. Quand on se stationne plus loin dans un stationnement public pour faire l'épicerie, puis qu'on a marché 50 ou 100 pieds de plus, ça compte dans la journée de l'activité qu'on a fait. Et c'est tous ces petits gestes-là. Prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. C'est toujours fascinant de voir, vous arrivez dans un centre d'achat, vous voyez 2 escaliers mobiles avec un escalier dans le milieu. Tout le monde est dans les escaliers mobiles, il n'y a personne dans le milieu. Si on prend juste dire, j'ai 2 étages à monter, je ne vous dis pas de monter le complexe G à pied tous les matins, mais tous ces petits gestes-là vont faire en sorte qu'on va travailler pour garder une bonne santé cardiovasculaire. Il y a un autre facteur que vous avez peut-être pas beaucoup mentionné, c'est le stress. Peut-être il y a 10 ans, donc ça existait peut-être moins, mais aujourd'hui, le stress est de plus en plus un facteur important aussi. Oui, c'est sûr que le stress, c'est un facteur qui s'ajoute un peu aux autres. Mais chaque individu ne réagit pas nécessairement de la même façon au stress. Il y a des gens très stressés qui ne font jamais de maladie cardiovasculaire, puis il y a des gens stressés chez qui ça va avoir un impact sur leur risque. Donc, c'est sûr que ça, il y a une partie qu'on peut essayer de modifier, mais il y a une partie qui est un peu inhérente de notre personnalité aussi au travail qu'on fait. Donc, c'est sûr que souvent, passer par des bonnes habitudes de vie, ça aide aussi à déstresser un peu. Hein, les gens le disent souvent, quand ils sont habitués à faire de l'exercice physique régulièrement, ne serait-ce que d'aller marcher 20 minutes le soir après souper,
déjà, ils se sentent mieux et souvent, leur stress diminue parce qu'ils restent actifs physiquement. Donc, ça, c'est un facteur qui peut jouer aussi. Et évidemment, les autres facteurs dont on parle souvent, la consommation de sel, le traitement de l'hypertension, dépister l'hypertension artérielle, le médecin de famille est capable de vérifier ça, même la pharmacie, vous pouvez le vérifier, votre pression. Donc, c'est toutes des petites choses qui s'accumulent et qui font en sorte qu'on va finir par avoir des bons effets de la prévention, mais il faut y travailler tout le monde. Je ne vous ai pas posé la question avant qu'on fasse l'entrevue, mais en tout cas, je l'essaie. Si les gens, justement, veulent avoir plus d'informations, est-ce que vous avez un site Internet qui est disponible? Est-ce qu'on peut avoir des sources d'informations sur Internet un peu partout? J'imagine que ça doit être assez facile de ce côté-là. Oui, il y a beaucoup d'informations qui est disponible sur Internet. On en trouve beaucoup. Vous allez trouver, par exemple, l'Hôpital Laval a un site Internet, l'Institut de cardiologie de Québec a un site Internet. Il y a la Fondation des maladies du cœur aussi qui ont beaucoup d'informations patients. C'est sûr que ce type d'information-là est disponible souvent dans les cliniques médicales, les CLSC, Info Santé. Souvent, les CLSC et les cliniques médicales ont aussi des feuillets informatifs. Donc, c'est relativement facile maintenant de se renseigner et de trouver. Il y a même des livres de recettes santé. Il y en a plusieurs qui sont faits. Nous, on en a subventionné un ici pour des recettes santé avec des chefs du Québec, des recettes faciles à faire. Qui a été distribué. Donc, effectivement, si les gens veulent aussi participer un peu plus et même nous aider pour la subvention de la recherche et de l'enseignement, il y a des activités comme il va se passer dans votre patelin qu'on apprécie beaucoup parce que pour nous, c'est important d'avoir du support et des dons. On peut, même sur le site directement de l'Institut de cardiologie de Québec, on peut trouver les formulaires en ligne pour des dons et pour même participer à certaines activités qui sont faites régulièrement. Je pense que les gens vont voir l'adresse en bas de l'écran, mais c'est important de le mentionner. L'Institut a besoin de votre aide financière aussi, donc c'est assez facile. On va directement sur le site de l'Institut et puis il y a une procédure à suivre, puis c'est quand même assez facile. Il faut réaliser qu'effectivement, dans les 5 dernières années, c'est près d'1 million par année qu'on a retourné aux chercheurs et à l'enseignement et à la recherche en cardiologie. Et je vous dirais que nos besoins sont de 2 à 3 fois supérieur à ce qu'on est capable ce qu'on voudrait subventionner comme recherche, comme enseignement. Il y a plusieurs aspects dont on a des projets de recherche, on a des chercheurs qu'on subventionne. On aide aussi à la formation des gens, parce que les gens dans un hôpital comme nous, qui sont surspécialisés en cardiologie, doivent aller à l'extérieur un minimum de 2 ans après avoir terminé leur formation de cardiologue ou de chirurgien cardiaque, avant de revenir ici. Parce que si on veut développer les nouvelles technologies, être à la fine pointe, avoir un programme de recherche qui est très, très développé, il faut que les gens... Alors, on a des gens qui actuellement qui sont en Australie, qui sont à Londres, qui sont à Bordeaux, qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout en train de s'entraîner pendant 2 ans, qui vont revenir chez nous. Alors, ces gens-là, évidemment, on essaie de les supporter dans leur formation aussi, pour qu'ils puissent revenir avec des nouvelles technologies. Implanter des nouvelles technologies, des nouveaux thèmes de recherche, évidemment, c'est très coûteux. Et les chercheurs, souvent, vont appliquer pour avoir des subventions d'organismes québécois ou canadiens, comme la Fondation des maladies du cœur, le Fonds de recherche en santé du Québec, les instituts de recherche du Canada. Mais ces concours-là sont tellement limités en nombre d'argent disponible qu'ils vont aller subventionner moins de 15 % des projets, même s'il y aurait au moins 50 % de ces projets-là qui vaudraient la peine d'être subventionnés à chaque année. Donc, ça prend des fondations et des corporations comme la nôtre pour supporter ces missions-là. Et ça prend beaucoup plus d'argent, effectivement, que ce qu'on réussit à accumuler. Donc, on a besoin de l'aide de tout le monde. Ben, on aurait pu vous écouter une coupe d'heure encore, je pense. C'est très intéressant comme sujet. Merci beaucoup, M. Philippon. Puis bonne chance. On va essayer de vous aider, de donner un petit coup de main justement avec la Fondation. Un gros merci. Ça fait plaisir et on remercie tous les gens de votre région qui collaborent à notre Fondation.